On va parler de Cursor, de Windsurf, de Nao aussi, ton produit qui est un Ouais. curseur de la data. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail ce que c'est. Et hyper content ouais, à nouveau de te recevoir, Christophe. Je voulais vous donner un petit peu d'actu du marché parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Je sais que pas mal de personnes sont intéressées de savoir comment va le marché, éventuellement cherchent activement des boulots. Donc voilà, une vision un peu, principalement, je vais orienter ça sur les métiers tech et dev. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur le marché en ce moment, c'est que les startups, elles recherchent vraiment des ingés avant des devs, c'est-à-dire des personnes qui ont le mindset ingé et qui sont capables d'être très versatiles, notamment dans les startups un peu early stage. Tu pourras peut-être me donner ton avis là-dessus d'ailleurs, Christophe. Mais voilà, il y a une grosse hausse de la demande aussi sur les profils assez seniors sur Python, mais surtout des profils qui savent intervenir sur différents domaines, faire du data engineering, monter sur effectivement Cursor, éventuellement aller faire du front si c'est nécessaire. Il y a aussi beaucoup de demandes sur les projets qui sont très techniquement complexes, avec beaucoup de back-end. Donc ça, les profils très techniques, il y a de la demande en ce moment. Et puis ce métier de founding engineer qui existe un peu, qui est un peu nouveau, qui arrive des US, où en fait c'est le premier dev ou les premiers devs d'une startup, et vraiment tu fais tout. Ouais. Ça, il y a une grosse demande. Et souvent, c'est des personnes qui soit ont un background d'ingénieur, soit ont vraiment monté techniquement, une grosse versatilité technique. Et donc là-dessus, grosse demande en ce moment. Ça vous donne des pistes si vous voulez un peu voilà, orienter votre carrière, savoir sur quoi progresser. Clairement, les éditeurs de code d'IA, si vous êtes très chaud dessus, ça va beaucoup vous aider. Donc content de faire ce live aujourd'hui. Et puis, ouais, l'orientation impact, l'orientation business est hyper valorisée. Ça passe par du product sense, du sens produit, donc capacité à vraiment communiquer avec le reste des équipes pour bâtir des choses qui ont vraiment de l'impact. Et puis, une capacité à post-rationaliser votre savoir, en fait, et de dire, voilà, sur telles expériences passées, quand vous êtes en process, j'ai shippé ce type de projet qui a eu tel impact business, vous avez des chiffres, vous avez une approche analytique et business de vos projets ingénierie, c'est super valorisé. Voilà. J'espère que ça vous aide un petit peu. Et si vous voulez explorer plus de ressources, typiquement la grosse étude salaire et emploi tech, on a énormément d'insights dedans. Elle est accessible sur notre hub. Vous pouvez aussi récupérer plein d'études de cas, pour le coup, qui sont par techno, si vous voulez vous préparer pour des entretiens. Il y a un gros dossier sur justement comment cartonner ces entretiens en tant que dev, à toutes les étapes, hein, du process de screening jusqu'à les études de cas, effectivement, le closing, la négociation salaire. Tout ça, on vous l'a mis sur un gros hub. Vous avez juste à flasher le QR code avec votre tel. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi dans le chat. Et puis voilà, si vous voulez récupérer, n'hésitez pas, ça peut être utile. Et sachez aussi que tout l'été, là, il y a OPC Summer, donc c'est Open Candidates, notre grosse j'ai plus le terme, session de recrutement où en fait, il y a plein de startups, nous, qui nous activent chez The Product Crew pour recruter des founding engineers, des devs Python assez seniors, des profils JS, des product managers, des designers, et on les aide justement à connecter avec les membres de la communauté. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez matcher là-dessus. Et vous nous remontez vos critères concrètement, et nous, dès qu'on a une offre qui match, vous avez la priorité dessus. Ça nous envoie un signal via l'algo, et on vous appelle, on vous parle du rôle, et on vous connecte avec la boîte. Voilà, il y a beaucoup d'offres qui sont off-market. C'est des belles startups, beaucoup dans l'IA en ce moment. Ouais, beaucoup d'early stage, mais aussi des belles scale-up. Donc voilà, tout le marché est en train de reprendre doucement. C'est pas encore le rocket, mais il y a de l'espoir. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il est midi 6 et je pense qu'il y a beaucoup de monde, effectivement. On est plus de 200 là, donc ça fait plaisir. Écoute, Christophe, si t'es chaud pour attaquer, on peut y aller. Je vais te laisser partager ton écran. Yes. Alors, attends 2 secondes. Tac, tac. Est-ce qu'on a eu un peu des réponses? Il Ouais, y il y a a eu eu pas plein mal de de réponses, j'ai un peu réponses. regardé, Trop cool. il y a un peu de tout. Va falloir que je m'en sorte avec tout ça. Euh, Hop. On va essayer de prioriser. Ouais. Mais écoute, Eh en tout cas, bien, rebonjour il tout y le aura du monde. Q&A. Ouais, du Ouais, coup, je vois on qu'il y a pourra aussi garder le temps. pas mal de profils différents. Je pense que c'est un spectre, c'est assez drôle. Il y a genre une partie, je dirais, j'ai l'impression de 30% produit, 30% dev, 30% data, quoi. Donc c'est assez fun. Je pense qu'il y aura un replay, si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas me
trop m'avancer, mais je pense qu'en général, Mathias se sent enregistre et republie les replays après derrière. Donc pour la personne qui est en pair programming avec son client, je pense qu'elle pourra avoir le replay. Mhm. Donc j'ai quelques slides qui sont assez bruts de décoffrage que j'ai mis juste pour essayer de poser le contexte du paysage de ce que c'est l'AI coding aujourd'hui en 2025 et poser une base sur la réflexion. Honnêtement, si ça peut être interactif et que, je sais pas, Mathias, tu as des questions, s'il y a des questions dans le chat, s'il y a des trucs qui arrivent en même temps, je suis preneur enfin, de tout ça pour que ça soit un peu plus interactif et que je donne mon avis dessus, que je puisse éventuellement ouais, faire des démos en live ou montrer des trucs en live sur comment faire les setups. Pour le contexte, donc moi je m'appelle Christophe, je suis CTO de une boîte qui s'appelle Now Labs, qui est un AI code editor pour les équipes data. Donc si je le formule d'une manière différente, c'est Cursor, mais verticalisé pour le travail des équipes data. Et donc quand je dis les équipes data, c'est les data engineers, les data analysts et les data scientists. Et donc on aide ces personnes-là et ces profils-là à mieux écrire du SQL, mieux écrire du Python, tout ça assisté par l'IA. Et la raison pour laquelle j'ai proposé un peu ce talk et on est tombé sur ce talk avec Mathias, c'est parce que bah en fait, moi aussi je fais un fork de VS Code et du coup je vois un peu les entrailles de ce qu'il y a dans VS Code et comment ça fonctionne. Et donc c'est pour vous donner un peu plus une vue de qu'est-ce qu'il y a derrière quand vous utilisez Cursor, essayer de le vulgariser pour que vous compreniez bah, comment l'utiliser mieux. J'avoue que là, je vais pas forcément faire des tips de prompt parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs en ligne, mais plutôt vous expliquer sur comment les choses sont promptées, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'en fait, honnêtement, les modèles sont de mieux en mieux et je crois pas trop aux tips exactement de prompt. La manière, c'est plutôt savoir formuler les choses plutôt que d'avoir un tips qui optimise le prompt parfaitement. Je suis désolé c'est pour désamorcer le prompt tips, ce genre de choses. Je pense que honnêtement, il y a plein de trucs qui sont juste du bon sens. Mais on en parlera. Si je mets juste le paysage actuel, AI coding égale vibe coding. On en parlera après. Juste si je mets le paysage actuel, je l'ai mappé comme ça sur la partie AI coding ou code gen pour la programmation. Euh, en trois grosses parties. Il y a la partie terminale, la partie code editor et la partie très cloud-based. Euh, je trouve que ça explique vachement bien, les dynamiques qu'il y a en ce moment, quoi. Je dirais que tout a commencé, si on regarde un peu par où tout a commencé, ça a commencé par VS Code ici, là. J'aurais pu mettre une petite couronne sur VS Code pour dire que c'était quand même, c'est le king et c'est ce qui a un peu tout drivé. Mais ça a commencé avec ChatGPT et GPT 3, 3.5 et Copilot, quoi. C'est vraiment quand Microsoft a release Copilot, c'est à ce moment-là que tout a un peu commencé. Et ensuite, bah, il y a eu une explosion des outils et une explosion des tendances. Et donc au début, on faisait tout dans un IDE. C'est Cursor qui a vraiment démocratisé tout, mais après, il y a Windsurf. Hier, Amazon a release Kiro, qui est aussi un fork de VS Code qui permet de faire ce genre de choses. Il y a Trey qui est, je crois, celui de TikTok. Il y a ici Void qui a la même chose que tous les autres, mais qui est complètement open source, euh, comme VS Code d'ailleurs, hein. Et il y a Nao qui est la boîte que je développe. Et donc tout a commencé par cette tendance code editor. Ensuite, il y a toutes les extensions qui permettent d'avoir un copilote sur le chat. Et moi, je trouve ça assez marrant. Aujourd'hui, l'AI coding, c'est très dogmatique, quoi. Ça fait très Mac versus Linux ou Mac versus Windows ou iPhone versus Android. Chacun a un peu sa préférence, tu vois. Quand tu regardes un peu, il y a bah, des gens qui étaient Windsurf believer dès le début et qui sont restés dans Windsurf. Il y a ceux qui étaient plutôt Cursor. Il y a ceux qui sont plutôt, comme la question dans le chat, préférence entre RuCode, KiloCode, RuCode qui est genre ici, si je dis pas de bêtises. Euh, et qui préfèrent une extension parce qu'ils trouvent que ça marche mieux pour leur projet à eux et qui ont eu un effet waouh sur un truc et du coup qui restent dans la préférence personnelle d'un outil. Donc c'est assez drôle la manière dont les choses évoluent. Ensuite, il y a toute la partie terminale qui est arrivée. Je pense que le premier, c'est Aider, qui est, tu
C'est juste un prompt dans le terminal, tu regardes même pas le code qui est sorti ou tu regardes juste un peu les diffs, tu valides et tu itères dans le terminal avec une interface très brute. Je pense que c'est assez proche aussi en termes de tendance des minimalistes Vim, NeoVim, Emacs et toutes les personnes qui sont dans ce mode-là où tout est fait dans le terminal sans trop de superflu. Et je pense que c'est une bonne interface. Claude Code l'a vraiment démocratisé et aujourd'hui, quand on regarde la comparaison et la concurrence un peu aussi en ligne, enfin les retours en ligne, c'est beaucoup Cursor versus Claude Code, quoi. C'est vraiment les deux grosses visions en ce moment et c'est les deux outils les plus utilisés, je dirais, par les devs au global. Mais c'est deux visions qui sont totalement différentes. Claude Code a un avantage par rapport à Cursor, c'est que Claude Code, c'est Anthropic qui est derrière, et du coup, il peut faire beaucoup d'optimisation sur la manière dont il prompte les choses. Le coût peut être beaucoup plus optimisé que sur Cursor, où ils ont leur propre modèle, mais quand ils utilisent Claude, bah, en fait, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas optimiser. Et après, sur la partie terminale, bah, il y a une grosse tendance il y a le codex CLI de OpenAI, il y a Amazon Q CLI. Il y a peu de gens qui connaissent ça, mais qui est pareil, qui a été release par Amazon il y a assez longtemps, qui permet de faire la même chose que Claude Code. Il y a Gemini CLI qui a eu beaucoup de retours. Et après, en open source, il y a OpenCode comme Aider, si vous voulez avoir des trucs en local, déployer vous-même les choses et jouer avec ça, il y a OpenCode. Et j'ai mis Varp, qui est genre un terminal, mais qui est assez drôle en termes de tendance, parce qu'en fait, Varp est en train de bouger de être un éditeur être un terminal à être un éditeur, et c'est un peu un mode hybride entre les deux, quoi. Et après, il y a tout ce qui est cloud-based, et donc Lovable, Replit, V0, Bolt, qui est, je dirais, un truc qui est un peu moins pour la population dev, mais peut-être plus pour la population product manager, UX, et qui aide à itérer rapidement sur des designs. Parce à un moment donné, on va vouloir, en tant que dev, vouloir repasser sur un code editor ou vouloir repasser en local et pas être tout le temps en cloud-based. Mais ça permet de vraiment démarrer assez vite. Et ça, j'appelle ça synchrone, dans le sens où ces quatre outils-là, c'est quelque chose où on prompt et l'AI va faire les choses pour nous dans un chat, quoi. Quand de l'autre côté, on a plutôt ce qui est le cloud-based asynchrone, avec du background, où en gros, on va plutôt demander à Cursor Agents de faire des choses, à Devin, Copilot, OpenAI Codex, ou Jules de Google, et en fait, on va juste dire à l'AI, s'il te plaît, fais ces trucs, et ces trucs-là vont tourner en background, et à la fin, vont sortir des PR, du code qu'on va pouvoir review. Donc voilà, c'est un peu le landscape. Je vais passer ensuite à la suite des slides. Je sais pas, je vais voir s'il y a des petites. Il manque Google Stitch, Google Fiber Studio. Ouais, bon, il manque plusieurs choses. Ouais, tu peux mettre Cloud Code dans ton IDE, c'est pour ça que j'ai mis Cloud en extension ici sur l'IDE. Je dis pas que mon landscape est complètement, complètement exhaustif, mais au moins il montre les grosses tendances de ce qu'il y a en ce moment. Ah oui, et j'ai mis au milieu aussi le désert des alternatives. Les pauvres personnes qui sont sur JetBrain, qui ont accès à toutes les extensions souvent, et les guerriers qui utilisent Z, qui est une complète nouvelle alternative et un nouveau éditeur qui est développé en Rust. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Z dans le chat. Euh, c'est vraiment, vraiment, Z, il faut le voir comme Firefox versus Chrome dans ce combat actuellement, où ils ont tout redéveloppé from scratch. Et ils essayent de se faire une place en alternative open source complète, quoi. Donc voilà pour un peu le paysage. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Je dirais de manière très simple, les LLM sont forts à écrire du code, les LLM sont forts à fixer, enfin à corriger des issues de code. Et pendant un certain temps, on avait ce 10x productivity, quoi, que grâce au LLM, t'as des problèmes de connexion, Mathias, j'ai l'impression. Que les LLM nous permettent de faire en tant que dev un x10 en productivité. Et il y a une vraie tendance, j'étais à San Francisco les 3 derniers mois, et il y a une vraie tendance là-bas où le software engineering est en train d'évoluer et nous en tant qu'ingénieurs, on va plus être des software engineers qui écrivent du code, mais plutôt des AI agent managers ou des product managers d'AI agents. Et ensuite, derrière, ce qu'on va faire, bah, c'est on va juste regarder ce que produisent ces AI agents et le valider. Alors, le valider, quand un AI agent est capable de produire des milliers de lignes de code tous les jours, le valider, il ne veut pas dire la même chose que quand on faisait des peer reviews, on regardait que quelques centaines de lignes de code. Mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'arriver en ce moment.
il y a Sam Altman qui a un peu cette métaphore-là où en gros, demain coder, ça sera un peu faire du StarCraft, quoi. C'est-à-dire, ça sera déployer des agents qui build des trucs à des endroits, donc une maison, une forge, si à plein d'endroits. Et nous, on est juste le micromanager de ce RTS qui est genre, enfin, Real Time Strategy, qui est la code base de l'entreprise ou la code base du projet sur lequel on est en train de bosser. Euh, Et pourquoi les pauvres gars qui utilisent JetBrains? J'adorais JetBrains. Enfin, j'ai beaucoup fait de JetBrains et de PyCharm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfin, qui laissent un peu JetBrains à côté de l'écosystème, quoi. Euh, et pour être honnête, on parle d'IDE, on parle de tout ça, mais derrière, c'est beaucoup de différentes UI et UX, mais derrière, on délivre le même modèle. La plupart des gens utilisent Claude, ou la plupart des gens utilisent OpenAI, que ce soit GPT 4.5, O3, ce genre de choses. Dans les faits, on a les mêmes modèles qui sont derrière. C'est juste qu'on a des UI et des UX qui sont différentes en fonction des types d'utilisateurs. Nous, avec Nao, on développe une UI et une UX pour les personnes qui font de la data. Mais en fait, il y a aussi, enfin là, il y a cette icône là, c'est quelqu'un qui a fait un AI agent pour les personnes qui font du développement sur Xcode. En fait, c'est ce qu'il va y avoir demain. On va avoir les same model foundation qui seront vraiment très forts à écrire du code. Et on top of this, on va mettre des UI et des UX qui sont vraiment dédiés pour certaines choses, quoi. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une diversité d'outils, c'est que chacun préfère sa UX spécifique et c'est comme ça que ça va se stabiliser, je pense, le marché. Je dirais pourquoi est-ce qu'on utilise de l'AI code editing, enfin, et à quoi ça sert d'avoir l'assistance d'un AI code editor? Je pense qu'en idéation, on permet d'itérer sur des idées plus vite sur les UI. Je trouve que c'est vraiment génial pour ça. Genre quand on se pose une question de comment je fais une UI, on peut demander à un LLM de faire la chose 10 fois et à la fin on choisit le truc qu'on préfère. Ça nous permet de gagner du temps. Alors, ça permet de gagner du temps parce qu'on écrit des choses plus vite et le bottleneck n'est plus écrire du code, mais savoir ce qu'on veut écrire. Mais aussi, ça permet de libérer du temps des ingénieurs pour résoudre des erreurs, faire des refactors, faire les tâches qu'on appelait des button changes avant, c'est-à-dire change-moi la couleur de ce bouton. Ce truc-là, on peut le déléguer à une AI parce qu'en fait, il n'y a pas trop de valeur ajoutée et elles les font très bien. Elles le font très bien. Ou je ne sais pas si on peut le genrer, peu importe. Ça nous permet aussi de ne pas casser notre flow state. Et quand je dis flow state, c'est genre euh, de tout avoir au même endroit. Genre quand je suis dans Cursor et que je peux directement. Alors j'ai mis Cursor en blanc, je suis désolé pour les gens qui sont dark mode. Euh, qui préfèrent le dark mode, c'est juste pour partager l'écran. Je trouve que c'est plus simple à le montrer en light. Mais quand on est dans Cursor et qu'on pose une question ici, bah en fait, ça évite d'aller sur Google, de changer d'onglet, et on ne break pas le flow state. Et il y a des trucs que moi je fais, c'est je fais du blogging, j'utilise même Cursor pour autocomplete mon blogging ou corriger mes erreurs et ça me permet d'éviter de switcher de switcher d'outils et d'aller à d'autres endroits, quoi. Et j'ai même vu des personnes qui font de la planification de vacances. En fait, enfin, c'est la même chose qu'aller sur Internet. On peut faire arobase web dans Cursor, poser des questions à Internet et éviter d'aller sur Internet. Donc, encore une fois, c'est une question de UX. Qu'est-ce qu'on préfère en tant que dev? Mais par exemple, je pourrais demander, alors il faut le mettre en mode ask, mais genre, c'est quoi de product crew en France? Et bah, en fait, Cursor est capable de faire ce type de recherche aussi. Donc, après, à vous de voir les outils, comment vous voulez les utiliser. Mais bon, il prend un peu de temps. Ouais, il a trouvé que c'était une communauté de product management. Ouais. Donc, il faut pas voir Cursor comme aussi juste un outil qui permet de générer le code, mais en fait, on peut l'adapter. Et si on aime la UI, on peut l'utiliser pour plein d'autres trucs. Dernier truc où je trouve que les AI Code Editor, c'est vraiment bien, c'est sur la partie onboarding et learning. Quand il y a des newcomers, des codebases qui sont assez complexes, franchement, ça permet de ramp up assez vite. Parce qu'en fait, on peut poser des questions à la codebase. Et il faut le voir comme une barre de recherche vraiment avancée, quoi. Et quand je dis avancée, c'est très avancé. Euh, il y avait une question sur le vibe coding. Est-ce que AI coding égale vibe coding? Je pense pas. Je pense que le vibe coding c'est cool, mais la plupart des gens ne font pas du vibe coding tout le temps. Et c'est très différent aussi du tab coding. Et je pense que c'est le truc qui a caractérisé l'expérience de Cursor, c'est plutôt le tab coding ou le tab tab tab.
versus le vibe coding. Et je dirais que c'est complètement différent. Et c'est nous, ce qu'on voit dans nos utilisateurs, et c'est ce que je vois aussi en regardant sur Internet, c'est qu'en général, le vibe coding, ça va plutôt être quelque chose qui va être utilisé par des juniors, je dirais, ou des personnes qui ne connaissent pas la code base sur laquelle ils travaillent. Euh, Là où le tab coding, ça va plutôt être utilisé par des seniors qui connaissent déjà les choses. Et en fait, si on fait le parallèle, quand on fait du tab coding, la mémoire de la code base, le RAG et tous ces trucs-là qu'on délègue au LLM quand on fait le vibe coding, on le fait nous-mêmes dans notre cerveau. C'est ça, je trouve, un peu la différence, c'est que le vibe coding, c'est quand on ne connaît pas trop le contexte dans lequel on travaille, on va vibe coder, entre guillemets. En revanche, quand on le connaît très bien, on va plutôt faire du tab coding parce qu'on sait déjà dans quel fichier on veut écrire les choses, on sait déjà ce qu'on veut changer. Et du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va faire nous-mêmes les choses et on va être aidé par le LLM pour les faire plus vite. Euh, et sur la partie AI coding, je regarde s'il y a un peu des questions dans le chat, je sais pas trop. Je suis un grand fan de Structrub. Euh, Bon, il y a pas mal de trucs, je ne vais pas tout répondre. C'est quoi la différence entre tab coding et vibe coding? Ah oui, bah ça pour juste l'illustrer. euh, Est-ce que j'ai un bout de code? Donc là, par exemple, dans la documentation de Nao, si je veux changer un truc, euh, non pas plutôt dans les docs. Par exemple, ici, je veux changer un truc dans la documentation et je veux pas que ça soit schéma, mais tables and their schema. Bah, le tab coding, c'est genre, je fais tab ici. Attendez, comment je peux faire plutôt? Je vais plutôt changer en disant, c'est plus Nao, ma boîte s'appelle plus Nao, elle s'appelle Toto Labs. Et là, normalement, il va comprendre que c'est Toto Labs. Et donc, en fait, dès que je descends mon curseur à Nao, il va comprendre que c'est Toto Labs. Ensuite, ici, il va comprendre, ah, c'est Toto Labs. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais du tab coding dans le sens où je vais aux endroits qui m'intéressent et je laisse et j'appuie juste sur tab pour changer les choses. Donc ça, c'est ce que j'appelle le tab coding versus le vibe coding où je serais plutôt allé ici et j'aurais dit change all now to Toto Labs. Euh, et si je fais entrer, là, je le laisse travailler et je pars faire autre chose en attendant qu'il finisse de travailler. Euh, donc là, en plus, je l'ai mis en mode agent, donc il va tout faire les trucs. Donc c'est un peu ça pour moi la différence entre vibe coding et tab coding. Quand on fait du vibe coding, il y a tous ces trucs-là, je pense qu'il faut connaître, enfin, qu'il faut savoir qui sont les mécanismes qui sont en dessous. Le function calling et la MCP, les agents asynchrones, le thinking ou les chain of thoughts, la mémoire, le context management, le fait de faire du RAG, c'est un peu lié, et code execution, les micro VM, sandboxing. J'avoue que je parle. Il faut peut-être que j'accélère. En fait, je me rends compte que je parle plus lentement que ce que j'avais pensé. Mais en gros, function calling, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, l'idée du function calling est assez simple. Ça, c'est une image de Mistral qui l'illustre. C'est si je fais un prompt en tant qu'utilisateur qui est What's the status of my payment? Donc, quel est le statut de mon paiement? La transaction ID, c'est celle-ci. Et qu'on donne au LLM la capacité de appeler une fonction payment status ou payment date. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre que tu demandes le statut du paiement. Et du coup, le modèle va te répondre d'abord, s'il te plaît, appelle la fonction payment status avec cet argument-là. Et du coup, ça, toi, tu l'as fait tourner de ton côté. Donc en fait, c'est un peu une manière de délocaliser du retrieval d'information pour les LLM. Et ensuite, de ton côté, du coup, en tant qu'user, tu vas exécuter payment status avec transaction ID égale T1001. Tu vas récupérer paid. Et du coup, ensuite, tu vas renvoyer au LLM le prompt du user, le fait que tu as exécuté ce tool call, le result qui est paid, et tu vas laisser au LLM la capacité de répondre. Et ça, le function calling, je dirais que c'est la plus grosse avancée dans l'interactivité des LLM et c'est le truc le plus important. Ensuite, on a les MCP, tout le monde en parle, tout le monde essaie de développer des MCP. Globalement, le MCP, si on le résume, c'est avant les MCP, ce qu'il fallait faire, c'est que les LLM se connectent directement aux API. Maintenant, avec les MCP, ce qu'ils font, les LLM, c'est qu'ils se connectent aux MCP, ils comprennent le truc, et ensuite, le MCP lui-même se connecte aux API. C'est un wrapper au-dessus des API. Ça permet de faire du function calling à scale. Honnêtement, c'est la même mécanique qu'il y a entre les deux, si je caricature. C'est juste que ça permet de le faire à scale et ça délègue aussi le fait de développer ces connecteurs aux providers. Donc, c'est-à-dire, on peut demander à Slack de développer un MCP, on demande à Google de développer un MCP ou à la communauté, c'est pareil. Ensuite, les agents asynchrones, c'est à un moment, on a besoin de faire tourner des agents dans le background pour explorer plusieurs passes quand on fait des choses et garder la meilleure chose à la fin. Moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai vu des gens qui travaillent la journée et le soir, quand ils partent, ils donnent des PR à faire à des LLM
enfin à des agents, et le matin, quand ils arrivent, ils regardent ce qu'ont fait les LLM et ils tuent ce qui n'a pas été bon et ils gardent ce qui a été intéressant. Ce qui fait qu'à la fin, bah, tu travailles 24 heures sur 7 si tu veux, parce qu'en fait, tu peux aussi donner le week-end et ce genre de choses. Et on arrive à un monde où on peut produire beaucoup plus de choses beaucoup plus vite et aussi explorer des pistes beaucoup plus vite qu'avant, quoi. Dans le sens où si on a des trucs en asynchrone qui vont chercher pour nous des UI, qui vont chercher des nouvelles fonctionnalités, ou quand on développe en classe, moi il y a un truc que j'ai fait que j'aime beaucoup, c'est dans Nao par exemple. Alors si je vous montre dans le code de Nao, on a des connecteurs à des databases. On a des connecteurs à des databases et donc on a une base connection qui est une classe avec certaines fonctions, quoi, de manière abstraite, quoi. On doit avoir un test connection, on doit récupérer des credentials, on doit supprimer des credentials. Et ensuite, on doit implémenter ça pour différents providers. En fait, ça c'est génial, ce type de truc de pattern pour l'AI, dans le sens où quand tu as une interface avec des fonctions à implémenter, ensuite tu peux demander à un LLM de générer quasiment le code one-shot des sous-classes. Bon, il y a pas mal de tests après à faire parce qu'il ne comprend pas forcément les types, les spécificités. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est je peux lui dire, par exemple, en termes de prompt, là, si je veux développer demain une nouvelle connexion pour un nouveau service, par exemple, je voudrais Athena de Amazon, je pourrais faire could you develop the new Asina connector based on base connection. Je dis qu'il faut qu'il s'inspire de base connection, enfin qu'il se base sur base connection, inspired by at Snowflake connection. Et comme ça, il va comprendre un peu le pattern et il est très fort à faire du mimétisme de cette manière-là. Et en plus, ce que je vais faire en général, c'est que je vais plutôt aller lui donner la doc. Bon, là, j'ai pas la doc spécifique du connecteur Athena, mais je vais aller lui donner la doc du connecteur Athena, comme ça il comprend. Et honnêtement, c'est des trucs qui permettent d'accélérer vachement vite la code base. Où est ma présentation? Ici. Bon, là, j'ai switché de Async Agent, mais ça, c'est des trucs qu'on peut faire en Async Agent. Je ne sais pas si vous avez 10 connecteurs à développer, vous pouvez les demander en Async pour regarder le lendemain matin si ça a bien marché. Et si ça n'a pas marché, bah, vous lui demandez d'itérer dans la journée, et ainsi de suite. Le vrai problème avec les agents asynchrones, quand on les développe, c'est qu'il faut être sûr qu'ils ne dévient pas, et ils peuvent dévier assez vite. Il y a beaucoup de papiers qui expliquent que si le LLM se plante dès le début, il va faire n'importe quoi après. Et du coup, il y a un vrai travail sur les agents asynchrones de savoir quand est-ce que ça dévie. Chain of Thought, c'est le fait de pouvoir penser avant de répondre. Donc ça a été un truc qui a vachement amélioré les LLM. Donc c'est d'abord générer une chaîne de pensée ou une liste de tâches de choses que le LLM doit faire, et ensuite donner cette liste de tâches au vrai LLM, enfin à la vraie réponse pour faire les choses derrière. La mémoire, le contexte et les RAG, ça c'est la manière dont je le matérialise, et ça il faut le comprendre en Cursor. Et je pense que c'est le vrai truc dans Cursor qui est intéressant. C'est que quand vous faites du Cursor, vous faites deux choses. Vous faites des choses explicites et des choses implicites. Et c'est important de comprendre la manière dont fonctionne Cursor ou dont fonctionnent les AI Code Editor. C'est qu'il y a du contexte qui est explicite et du contexte qui est implicite. Et quand je parle de ça, le contexte qui est explicite, c'est ce que je mets ici. Donc c'est ce que j'ai sélectionné ici, ce que je mets dans mon prompt, le modèle que je choisis, les rules que j'ai. Donc si je vais dans mon cursor, alors là je suis pas sûr d'avoir des rules spécifiques. Donc si vous avez des rules, si j'ai des rules, si vous avez des rules, elles sont envoyées à chaque fois. Si vous avez un cursor rules, c'est envoyé à chaque fois. C'est cet endroit-là, vous avez vos rules. Là on n'est pas dans ce dossier. Mais tout ça, c'est du contexte explicite que vous donnez au LLM. Et après, il y a tout le contexte implicite. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, le contexte implicite. Parce que Cursor fonctionne vachement avec le contexte implicite. Et quand je parle de contexte implicite, quand vous êtes dans Cursor, et c'est des choses que je développe aussi dans Nao, donc en ayant creusé comment faire bien marcher sur les LLM, ça m'aide. Par exemple, les onglets que vous avez ouverts ici, ça va être donné dans le contexte implicite. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler sur base connection, et je ne sais pas, vous rajoutez une ligne ici, je ne sais pas, vous faites console log, bah en fait, bon, le console log, il n'y a pas besoin du contexte à côté. Mais potentiellement, vous avez changé un truc ici, vous avez regardé ce code-là, vous avez mis votre curseur à cet endroit-là, à connection info. Si par exemple, je vais ici et que je fais const connection
euh, info, il va potentiellement comprendre que j'étais venu voir ce truc-là avant. Bon, là, après, c'est deux trucs qui sont un peu différents et je sais pas trop ce que je voulais faire parce que je suis dans mon flot de pensée. Mais les onglets ouverts sont donnés en contexte implicite. Les dernières lignes que vous avez écrites sont données en contexte implicite. Il y a beaucoup de choses qui sont données en contexte implicite et en fonction de votre pratique, il faut comprendre l'outil que vous utilisez pour mieux l'utiliser à partir du contexte implicite. Euh, et là-dessus, ensuite, il y a toute la partie memory. Les LLM sont, enfin, les providers sont pas encore assez bons, je pense, sur la partie mémoire. Et partie mémoire égale ce que vous avez déjà eu dans la conversation, et donc remettre les messages que vous avez déjà envoyés dans la conversation dans les messages d'après, faire du RAG sur les conversations précédentes pour vous aider à mieux répondre à une question ou vous dire ah oui mais tu avais déjà posé cette question-là. Je trouve en termes de UX, c'est pas encore au niveau, je pense, les trucs de mémoire aujourd'hui sur la partie conversion que tu as déjà faite et action que tu as déjà faite. Je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Je pense qu'il y a un gros improvement qui va arriver dans le futur. Euh, Code execution, là, c'est plutôt quand vous êtes en train de faire du code, ça serait bien que les agents puissent le lancer, le code, et tester s'il marche ou s'il marche pas. Et du coup, pour ça, il faut être capable de sandboxer le code, le lancer, et être sûr que ça va pas péter le système. Donc potentiellement, vous n'avez pas envie de lancer un code qui est généré par un LLM en local sur votre machine. Vous allez plutôt le lancer sur une micro VM qui est isolée dans le cloud. Sur le LLM va pouvoir faire de l'itération dessus. Et ensuite, renvoyer le résultat en disant ok, c'est bon, j'ai bien vérifié que ça marchait, voici le code qui fonctionne. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup qui est assez intéressant, c'est que surtout quand on fait de la data, on fait parfois du processing de données. Et demander à un LLM de faire du processing de données, c'est en général pas une bonne idée. Ce qui est plutôt meilleur, c'est de lui demander de générer un code qui va faire le processing de données que vous voulez, exécuter ce processing de données et ensuite vous afficher la nouvelle donnée nettoyée. Et je pense que ça a beaucoup plus de précision. Plutôt que de dire au LLM, nettoie-moi ce CSV de 5000 lignes, la probabilité pour qu'il fasse le nettoyage du CSV de 5000 lignes est assez faible qu'il le réussisse one shot. Souvent, le problème, ça va être la génération de 5000 lignes, ça va prendre beaucoup trop de temps, il va time out, il va avoir des problèmes. En revanche, si vous lui demandez de générer un code Python ou un code JavaScript, whatever, qui fera le nettoyage pour vous, et ensuite de exécuter ce nettoyage pour vous, il y a plus de chances de succès. Comment sont structurés les AI Code Editor aujourd'hui? Je dirais qu'il y a dans Cursor maintenant, il y a ces quatre blocs où il y a de l'AI. Il y a le chat, l'agent, le copilote, whatever, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a la partie AI Tab, qui est le truc en Ghost, en placeholder ici. Il y a la partie terminal, où vous pouvez avoir du AI Assist assez avancé dans le terminal, où vous pouvez faire commande K pour générer des commandes. Quand vous avez un bug, vous pouvez faire fix in chat. Quand vous bossez sur un projet, vous pouvez lui demander de exécuter dans le terminal la commande jusqu'à ce que la commande elle fonctionne, ce genre de choses. Et je pense que ça permet de gagner énormément de temps sur tout ce qu'on fait. Et à partir de maintenant, il y a la partie background agent qui permet à Cursor de vendre du compute et de faire tourner ce genre de choses sur leur cloud aussi. Under the Hood, comment ça fonctionne? De manière très succincte. Après, je pourrais faire d'autres schémas si vous voulez. Mais en gros, on a un local code editor qui est capable de faire de l'écriture et de la lecture sur le local file system, qui utilise ce qui s'appelle un LSP, qui est un langage server provider, qui vous permet, qui permet au code editor de comprendre le code qu'il est en train d'ouvrir et donc d'avoir un arbre syntaxique du code. Tout ça, en général, ça va communiquer avec des event streams, avec le backend, notamment sur la partie LLM, dans le sens où la donnée, elle est la plus souvent streamée. Vous voyez, les réponses, elles sont streamées. Et si on veut avoir une UX qui est assez responsive, on est obligé de streamer parce que les LLM mettent souvent longtemps à répondre une réponse entière. Du coup, on va être obligé de streamer les choses pour qu'il y ait un feeling qu'il est en train de se passer quelque chose en tant qu'utilisateur. Et derrière, on va avoir un vector store qui va stocker les embeddings de la code base, les embeddings de la data, nous dans notre cas. Et ensuite, on va utiliser deux types de LLM, soit les General Endpoints, donc avec Claude et les State of the Art Model, soit les endpoints internes, parce qu'en fait, souvent, on va avoir besoin de faible latence. Et les general endpoints ne vont pas forcément avoir de la faible latence. Et quand je dis faible latence, dans le cas par exemple du tab, si on veut quelque chose qui répond en moins de 500 millisecondes et même moins de 300 millisecondes, on veut des trucs open source, on veut faire des tâches hyper simples, genre résumer un prompt,
résumer une conversation, bah, on n'est pas obligé d'appeler les publics endpoints, on peut utiliser des modèles un peu plus simples, un peu plus petits et bêtes. Voilà. Et ensuite, je peux vous montrer ce qu'on fait dans Nao et comment ça fonctionne du côté data. Du coup, dans Nao, la manière dont on a développé les choses, c'est que quand on arrive dans Nao, on a directement notre donnée qui est connectée au code editor. Et donc, par exemple, je peux voir directement ma donnée ici. Et le truc qui est assez cool dans Nao, c'est que si par exemple, ici, je sais pas, j'ai le credit card amount et je voudrais avoir un line chart de ce truc-là, bah, du coup, je peux demander directement dans mon éditeur de code draw a line chart of the credit card amount per day. Et c'est là où on a spécialisé sur la partie data, c'est que tu es capable de te connecter à ta donnée. Le chat, il a directement l'intégration avec la donnée. La différence avec un MCP, c'est que souvent le MCP, il va falloir aussi authentifier le MCP. Là, c'est tout est connecté, quoi. La preview ici est connectée au chat. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un problème dans la preview, je peux la fixer in chat. La data qui est ici, elle est directement donnée en metadata du chat. Oula, il s'est perdu. Ok. Est-ce qu'il va s'en sortir pour comprendre? Ouais. Bon, d'habitude, il va un peu plus vite pour. Je sais pas s'il va réussir. Ouais, si, il a réussi à faire la queue. Bon, il a été un peu long à comprendre ce que je voulais, mais bon, il a réussi à me draw le chart directement ici. Et donc là, c'est plutôt quand on est en data, on va plutôt faire de l'exploratoire, on va vouloir avoir notre donnée, et ensuite on va vouloir corriger ça dans notre code base. Et donc ensuite, on peut aussi rouvrir notre code base. Et ici, je peux directement exécuter du code SQL et directement voir le résultat. Et là où on a commencé à faire un truc qui est du vibe coding, c'est si par exemple ici je rajoute, je sais pas, je veux vibe coder des choses, vous allez voir que là, si par exemple je rajoute des chiffres directement, ça va modifier dans la preview direct. Donc on a essayé de rendre instantané aussi l'expérience de développement de SQL. Donc ça marche que avec DuckDB pour l'instant. Mais le but, c'est que on puisse vibe coder directement. Et donc là, on est en train de travailler sur une feature où quand on a du code en placeholder ici, il va aussi se mettre dans la preview à cet endroit-là. Et on est en train de créer une expérience où en fait, on essaie de créer l'expérience de vibe coding, mais sur la partie data. Under the hood, derrière, nous, ce qu'on a, c'est on a les mêmes mécaniques que Cursor, mais c'est juste qu'on l'applique à la data, dans le sens où ici, quand on veut quand on veut générer le nom de cette colonne-là, on va passer les schémas des tables qui sont référencées dans le SQL, on comprend sémantiquement le SQL pour faire cette génération. J'avoue qu'il est 12h40, je vais peut-être prendre des questions. J'ai parlé peut-être un peu trop, j'en sais rien. Il y a peut-être beaucoup de questions. En tout cas, il y a énormément de questions. Ouais, J'en ai raté pas mal parce que j'ai des problèmes techniques, malheureusement. ouais, Je me fais je vois sortir ça. du live. Euh, et j'ai pas non plus accès au chat, Ah, ok. sauf les deux, trois dernières questions Je là, vais peut-être qui remonter sont un notées. peu. Vous pouvez mettre des questions. Possible de parler de Cloud Code en combinaison avec un AI Code Editor. Ouais, mais ça c'est assez fun, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est chacun doit trouver la UX qui lui convient, quoi. Si t'aimes bien le chat de Cursor, tu gardes le chat de Cursor. Si t'aimes pas le chat de Cursor, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu fais Cloud Code dans un terminal, et ensuite tu prends ce terminal, tu le fouilles ici, et du coup, tu as la même chose que. Enfin, tu as la même chose, c'est pas vrai, parce qu'en fait, du coup, quand tu vas faire des trucs avec Cloud Code ici, tu vas pas forcément avoir un vrai diff intégré comme si tu avais le chat de Cursor, mais bon, c'est déjà pas mal. Et après, maintenant, il y a l'extension de toute façon Cloud Code qui est dispo dans la marketplace. Alors, je sais plus si elle est dispo euh, dans la marketplace OpenVSX, ouais, elle l'est aussi. Donc, tu peux aussi installer Cloud Code et avoir le chat sur le côté. Euh, Est-ce qu'un long prompt détaillé marche mieux pour vibe coder que des petits prompts successifs? Ouais, ça c'est assez marrant. Moi, je pense qu'il y a deux types de prompts que tu veux faire. Souvent, c'est euh, petit prompt et tu itères parce que tu sais ce que tu veux faire. Et honnêtement, je pense il y a un truc qui est très transférable en termes de skill entre savoir bien chercher sur Google et savoir bien prompter. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui servent à rien dans les prompts, genre bonjour, est-ce que tu peux m'aider à ce genre de choses. Enfin, franchement, s'il y a une révolution et que les robots prennent le contrôle de l'humanité, je pense qu'ils vont m'en vouloir en premier parce que moi, je suis pas du tout poli avec eux et, et je fais aucune formule de politesse et je dis juste,
de manière très pragmatique ça, et enfin, comme quand je faisais des recherches sur Google. Et je pense que ça marche bien ça quand tu veux faire de manière itérative. En revanche, euh, il y a plein de moments où c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure de quand je veux implémenter une nouvelle connexion. Franchement, si je fais un prompt avec deux, trois paragraphes en expliquant parce que je sais exactement ce que je veux, il est capable de one-shot. Et il y a plusieurs fois où il m'a one-shot des choses parce que je lui avais juste donné tous les pointeurs de exactement ce que je voulais faire, quoi. Euh, Hop, hop, hop. Les avantages et les inconvénients des différents agents. Honnêtement, je pense que je reviens à ce truc-là. Je pense il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est que des UX différentes et il faut trouver la UX qui te convient le plus. Parce qu'en fait, à la fin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on va revenir à envoyer des messages à Claude 4 ou au 3 de OpenAI ou à Gemini de Google. Et dans les faits, c'est les modèles qui sont les meilleurs aujourd'hui encore pour coder, notamment sur les grosses tâches de raisonnement, hein, quand je dis pour coder. Parce qu'après, il y a des trucs où, pour des plus petites tâches hyper spécifiques, il y a d'autres modèles qui sont bien meilleurs. Mais dès qu'on est sur un truc très large, très grosse code base, bah, c'est ces modèles-là qui sont forts à générer du code parce que c'est eux qui sont les plus utilisés, qui sont capables d'entraîner encore mieux les modèles et ainsi de suite. Il y a Manu qui te demande aussi Cursor versus Windsurf. Globalement, comment tu choisis ton éditeur de code? Lui, il a l'air d'être assez intéressé par les modèles gratuits ou pas chers. Est-ce que tu as Ouais, une grille de lecture pour choisir son éditeur? ouais, ça c'est intéressant. Moi, la raison pour laquelle je suis resté sur Cursor, c'est parce que quand j'ai utilisé Cursor la première fois, enfin, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé ça génial. J'avoue que j'aurais pu. Ça se trouve, j'avais commencé avec Windsurf et j'aurais pensé la même chose, parce qu'en fait, dans les faits, les deux font à peu près la même chose. Je dirais le 80% il est fait pareil, c'est 20% de différence sur la manière de nommer les choses, la manière d'afficher les diffs, ce genre de choses. Euh, je pense qu'après, il y a plein de problèmes aussi avec Cursor en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes frustré du pricing. Pour ceux qui vibe code beaucoup, je pense qu'il y en a plein qui sont pas contents parce qu'ils atteignent leur token assez vite. J'avoue, sur Cursor, j'ai jamais tapé ma limite alors que je paye que 20 dollars par mois, quoi. Donc je pense que ça dépend aussi de comment on utilise les choses. Vu que je fais beaucoup de tabs et beaucoup moins de génération de full gros fichiers, il faut faire gaffe aussi sur Cursor. Je pense que ça, c'est le vrai truc. C'est que si vous générez des gros fichiers, et quand je dis des gros fichiers, c'est les package lock, des gros CSV, et que vous demandez à Cursor de générer ces choses-là, bah, ça va compter énormément de tokens. Parce qu'un CSV, ça compte énormément de tokens. Si vous avez des fichiers qui font des milliers de lignes, qui sont des mégaoctets, il faut au maximum éviter de les rentrer dans la génération et de demander à Cursor de générer ces choses-là. Parce que c'est ça qui fait péter vos tokens. Parce qu'en fait, quand vous générez un CSV qui fait, je sais pas, 1 million de lignes, bah en fait, vous avez demandé à une AI de générer 1 million de lignes, et donc vous allez péter vos tokens instantanément. Donc il faut faire vachement gaffe à faire que ces trucs-là ne soient jamais régénérés, notamment le package lock. Je pense que quand on fait du JavaScript, le package lock, si vous générez plusieurs fois des package lock, ça va péter assez vite. Et après, sur la question, c'était modèle gratuit ou pas cher. Il y a une extension qui s'appelle Continue qui vous permet de connecter directement au LLM qui tourne en local sur votre machine. C'est le problème de Cursor et je crois de Windsurf, c'est que ça ne se connecte pas à un Olama que vous tournez en local. Et ça, vous pouvez le faire que avec des extensions comme Continue ou dans celle-là, là, je pense qu'il y en a certaines qui sont capables de se connecter à des LLM qui tournent en local. Le problème du LLM qui tourne en local, c'est que tu n'auras pas la même expérience que si tu appelles un truc qui est fine-tuné à distance en termes de rapidité notamment. Mais si tu t'en fous. Quels sont les petits LLM locaux rapides open source qui fonctionnent bien? Ok, moi là-dessus, ce que je peux conseiller, et c'est ce qu'on utilise à Nao, c'est il n'y a pas mieux que Qwen. Je trouve pour coder en local, Qwen 2.5 Coder. De mon expérience, c'est le modèle open source qui est le plus qualitatif pour faire de la génération de code. Et quand je dis petit, je pense que le 7B ou le 14B, si vous avez un GPU avec pas mal de RAM, ça peut passer. 32B, je pense que ça passera pas. Ou ça sera assez lent. Mais ouais, le 3B, le 7B, c'est des modèles qui sont assez bien. J'ai l'impression que trouver le bon prompt est finalement plus long que coder direct. C'est C'est vrai. Enfin, je pense que ça dépend. Si tu promptes pour prompter, ouais. Si tu promptes que quand t'en as besoin parce que en fait t'as la flemme ou tu sais pas encore comment faire la chose et que t'es en mode réflexion, je pense que c'est pas forcément vrai. Euh,
C'est sûr que si tu veux à chaque fois faire one-shot une feature en faisant un prompt et en te disant je veux jamais toucher le code, ça marchera pas quoi. Il faut que tu te dises ok, je veux scoper ce que je veux créer. Du coup, je vais faire un prompt juste pour ce que je suis en train de créer. Euh, et après, moi, il y a un défaut que je trouve au vibe coding, c'est que enfin, c'est ce que je disais, le flow state tout à l'heure. En fait, le problème du vibe coding, et peut-être qu'il y en a qui vont penser la même chose, c'est que quand tu promptes et que tu appuies sur entrée, du coup, tu as prompté, tu appuies sur entrée, et du coup, tu es en mode je me mets dans ma chaise et j'attends. Et du coup, ça te coupe complètement de ton dev flow. Et c'est hyper désagréable parce qu'en fait, tu étais en train de penser à un truc, tu lances le prompt, tu sais qu'il va prendre 1 minute à tourner, et du coup, tu pars faire un café, et en fait, tu reviens, mais sauf que tu reviens 10 minutes après. Enfin, j'exagère quand je dis tu vas faire un café, mais tu ouvres un autre onglet, tu vas lire un article sur Hacker News, tu vas faire autre chose, et bah, tu as oublié que tu étais en train de faire ce truc-là, et du coup, tu perds vachement plus de temps versus faire des mini prompts, faire juste des edits à des endroits spécifiques. Moi, j'aime beaucoup. Le truc que je fais le plus souvent, honnêtement, c'est sélectionner une zone de texte et faire. Alors, moi, mon raccourci sur mon curseur, c'est commande maj L. Ça dépend des personnes. Mais commande maj L, ça rajoute une zone sélectionnée juste en contexte ici. Et du coup, c'est hyper précis sur ce que vous voulez faire. Et je préfère ça à faire du commande K. Je trouve que le commande K, c'est toujours à chier. Si je peux me permettre, je suis désolé. Versus le chat, je trouve que le commande K, le problème, c'est que ils l'ont amélioré, pour être honnête, hein. Maintenant, je crois que tu peux choisir les modèles que tu veux envoyer. Non, là, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ok, whatever. Mais tu peux choisir les modèles que tu utilises, mais c'est pas encore, encore génial. Comment s'y retrouver quand nos agents ouvrent des dizaines de PR? Bah, tu utilises un outil qui utilise des agents pour faire des reviews de PR. Donc on est arrivé dans ce mode où il y a des LLM qui écrivent du code et il y a des agents, d'autres LLM qui reviewent le code qui est écrit par des LLM. Non, bah ça c'est dur. Je pense que c'est un vrai problème qui n'est pas encore résolu. De quand on a plein de PR qui sont ouvertes par des agents et il y a plein de dead code ou un peu de garbage code qui sort quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Il y a des task masters qui permettent de assigner des tâches au LLM, voir où est-ce qu'ils en sont et faire de la gestion de projet d'agents d'IA agent. Euh, je sais pas si c'est la solution. Euh, je sais pas si c'est la solution. Pour les asynchronous agents, ça devient du full vibe coding, l'humain n'intervient plus. Bah, l'humain, il intervient toujours parce qu'en fait, aujourd'hui, les LLM, ils ne envoient pas en prod les choses. Et je pense qu'il n'y a aucune boîte qui a un vrai système de prod qui demande à un LLM de faire prompt to production, quoi. Tu as toujours à un moment des peer reviews dans le process parce qu'en fait, on est dans un mode hybride où il y a l'humain qui est still in the loop. Euh, Tu penses que ça va changer ça dans l'avenir? Bah, par exemple, là, c'était quoi? C'était Kiro, le nouveau truc de Amazon, ils le vendent comme prototype to production, quoi. Et quand tu réfléchis, Replit et Lovable, c'est ce que c'est. Mais les Replit et Lovable, c'est pas sur la même catégorie de tâches que tu fais pour l'instant. Mais ouais, c'est sûr que ça va changer, c'est sûr qu'on va aller dans cette direction-là. En revanche, il y a quand même un truc qui est vrai, c'est que les LM sont forts à écrire du code. Est-ce que les LM sont forts à manager une app de production? Ça n'a rien à voir, quoi. Parce que écrire du code, c'est du texte et ça marche bien avec intrinsèquement comment ça marche un LLM. Gérer une infra, c'est pas écrire du texte. Gérer une infra, c'est ok, c'est peut-être écrire du Terraform pour l'infra, mais il y a d'autres trucs quand tu gères une infra, c'est comprendre les logs, comprendre la manière dont les choses fonctionnent. Et le fait que Amazon crée un IDE pour faire ça, ben, c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement ce sera le premier IDE natif AWS qui comprend les services AWS, dans lequel il y a des choses qui sont dans la UI dédiée pour faire du AWS et qui ne sont pas que de la génération de code, quoi. Intéressant. Sur le prompting, Olivier te demande là, est-ce qu'il vaut mieux des petits prompts successifs ou des prompts longs détaillés quand tu vas code? Ouais, bah je crois que j'avais répondu à un peu à ce truc-là, mais ma réponse de Breton, et ça dépend, tu vois. Honnêtement, moi, ça dépend, encore une fois, ça dépend de la phase. Quand je sais exactement ce que je veux, je fais un prompt long. Et quand je dis prompt long, c'est max 3 paragraphes, quoi. Je pense que j'ai pas besoin de plus en général pour expliquer ce que je veux faire. Quand je sais pas trop ce que je veux faire, j'avoue, plusieurs trucs à la suite, c'est intéressant. Euh,
Mais en général, mes prompts, c'est une phrase, hein. Enfin, il faudrait que je fasse des stats sur mes prompts. J'avoue que je devrais sortir un peu ça. Ça, Ah, ça, ça ça pourrait être cartonnerait. intéressant de voir les patterns des gens pour apprendre, quoi. Mais Les moi, c'est du patterns, coup. l'évolution en fonction des modèles aussi, peut-être. Ouais, c'est C'est vrai. peut-être pas le même comportement. Exact. Mais ouais, en général, moi, c'est une phrase, ni bonjour, ni point à la fin, et voilà. On a compris que tu étais mal poli. Tu seras le premier à partir Ouais, si les robots attaquent. On arrive doucement au bout là. Peut-être une question ou deux encore. Et après, je voulais que tu me ouais, parles un peu de Now Labs et vers où vous allez sur la suite. yes. La vitesse d'évolution des LM est impressionnante. À quoi peut-on attendre dans 6 mois, un an? Ouais, bah c'est sûr que personne ne sait ce qu'il va y avoir dans 6 mois, un an. Si on prend l'hypothèse que les GI arrivent un jour, bah il y a plein de trucs qu'on est en train de faire maintenant qui servent à rien, quoi. Enfin, pas qui servent à rien, mais qui seront faits par ces modèles, par ces services, par whatever est la forme de l'AGI qui seront faites par les GI. Si on se dit que les GI arrivent dans un an, bon bah il n'y a pas beaucoup de besoin d'adapter nos workflows et on garde un peu les workflows qu'on a maintenant et de toute façon dans un an tout sera changé. Si on pense qu'elle arrive plutôt dans 5 à 10 ans, honnêtement c'est plutôt mon point de vue, bah, les workflows ils vont évoluer de manière itérative. Euh, je pense que la vérité qui est maintenant, qui va rester vraie, c'est le challenge c'est plus d'écrire du code, le challenge c'est de comprendre ce qu'on écrit et de trouver les bonnes features à développer. Parce qu'en fait, shipper des features, c'est plus trop le problème. Le problème, c'est savoir quelles sont les bonnes features à shipper. Et faire que ta distribution, que les gens sachent que tu as des nouvelles features qui sont sorties, que les gens les utilisent. Parce qu'en fait, c'est plus trop le problème de les shipper. Ouais, clairement. Et du coup, l'intérêt pour un dev ou un ingénieur de développer un sens produit business, tu, tu veux bien nous donner un peu ta vision, toi, justement, de l'évolution du métier, peut-être sur les prochaines années. Qu'est-ce que ça va Ouais. demander par rapport à aujourd'hui ou par rapport à il y a 2 ans avant que cette révolution tombe dessus? Bah, le truc, c'est que je pense, est-ce qu'il faut demander à tous les ingénieurs d'avoir un sens produit et produit dans le sens design ou sens produit dans le sens savoir priorisation, prioriser les choses les plus importantes, parler aux users, ce genre de choses? Je pense que c'est pas plus mal. Mais je pense qu'il va y avoir une résistance quand même du marché où il y a des métiers qui étaient faits pour ça avant, quoi. Donc les product managers, les designers. Et en gros, si c'est les devs qui deviennent ces profils-là, enfin, ça veut dire que ces métiers disparaissent. Et je pense que c'est pas vrai, ça va pas disparaître. Je pense que les product designers seront toujours là, les product managers seront toujours là, les user researchers sont toujours là. Parce qu'en fait, les devs, c'est pas des trucs qu'ils voulaient faire à la base et je vois pas pourquoi ils auraient envie de le faire maintenant. Enfin, enfin, il faut être honnête, c'est pas parce que les choses sont plus faciles à faire en termes de code que les devs vont se dire tout de suite, ah tiens, je vais aller parler aux users. Enfin, en général, les devs, ils ont pas envie d'aller parler à leurs users, quoi. Donc il faudra qu'ils le fassent un peu plus, mais je suis pas sûr ça va changer plus, quoi. Toi, aujourd'hui, Nao, tu le bâtis pour quel utilisateur, justement? Ouais, bah nous on le build. Ça, c'est assez drôle, c'est que ce qu'on voit, c'est que les équipes data sont encore en retard par rapport à la transformation qui est côté dev. Et on le build comme l'outil de travail des équipes data de demain, quoi. Enfin, c'est genre là, il y a une transition qui est en train de se faire sur le marché, il y a un outillage qui n'est pas encore adapté côté des équipes data, et nous, on va être l'outil de travail du quotidien des équipes data demain, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a encore un human in the loop qui a besoin de voir la data, qui a besoin de valider ses data, qui a besoin de vibe coder ses analyses, ouais, peu importe quoi, on appelle ça le data vibing. Et donc on build pour les humains qui font de la data aujourd'hui, mais notre but c'est d'aller de manière itérative vers la manière dont les gens travailleront demain. C'est-à-dire demain, est-ce que j'ai encore besoin de regarder les requêtes SQL que j'écris la plupart du temps? Probablement pas, quoi. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que la data, elle valide les tests que j'avais prévus pour elle? Est-ce que la data, elle est à peu près comme je voulais? Et une fois que j'ai lancé tous les tests dessus, elle est exactement comme je voulais? Euh, c'est marrant parce qu'on a un peu cette blague, enfin moi j'ai un peu cette blague avec mon associé, c'est à chaque fois qu'on réfléchit à une UI, à la fin tu retombes sur un truc qui ressemble à Excel, quoi. Juste, t'as une donnée tabulaire et tu fais genre des prompts au-dessus d'un Excel. Ouais, de Euh, fou. Il y a Olivier qui réagit justement en disant autant tu peux dev en solo, autant c'est rare de faire de la data en dehors de l'entreprise. Du coup, comment est-ce que tu convaincs des boîtes de prendre des outils comme Nao? ouais, Enfin, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense qu'on l'a pas encore craqué. Je pense que Nao peut être utilisé pour plein de choses.
Euh, Tu peux utiliser Nao en tant qu'entreprise quand tu as une code base avec de la data et que tu veux faire des choses dessus. Tu peux utiliser Nao en tant que dev quand tu as envie d'explorer tes propres données. Tu vois. Genre, il y a plein de devs qui ont des bases Postgre, qui font des projets perso. On a quelques utilisateurs qui, d'ailleurs, c'est comme ça, où ils ont connecté leur Postgre et ils font de l'analyse sur leur Postgre. Ils développent des trucs on top de leur Postgre avec Nao pour explorer leurs données. Un peu à la Beaver, le PGAdmin, mais moderne d'aujourd'hui, quoi. Euh, mais ouais, du coup, c'est un peu plus dans un contexte d'enterprise qu'on fait versus des devs qui vont prendre la licence pour bosser sur des projets perso pour faire des trucs perso. Même si tu peux faire des analyses data perso aussi, mais c'est un peu Ouais, c'est moins une vrai. pratique classique, quoi. Ça ressemble à quoi là les prochains mois? Vous avez fait le Y Combinator, vous êtes revenu, je crois, en France avec ta cofondatrice. Ouais, Vous avez quoi là comme gros sujet sur lesquels vous allez plancher ouais. ce trimestre? Nous, en gros, donc on a fini Y Combinator il y a quelques semaines. Là, on est en France pour les prochains mois. On va alterner entre la France et les US sur les prochains mois et prochaines années. En termes de roadmap, nous, ce qu'on essaie de craquer en ce moment, c'est qu'est-ce que ça... Peu importe ce que c'est connoté positif ou négatif, mais qu'est-ce que ça veut dire vibe coder sur la data? Dans Hmm. le sens où quand tu fais des prompts, quand tu utilises l'AI pour t'aider à générer du code, il faut que tu sois sûr que la requête que tu écris ou le pipeline que tu as écrit, il valide des tests data que tu as setup, quoi. Donc c'est pour ça que ici, là, tu vois, on peut facilement accéder à des tests. Donc là, c'est des tests DBT, mais ça marche aussi sans tests DBT où tu pourrais les définir en AO. Et donc ce qu'on a envie, c'est de faire que à chaque fois que tu génères du SQL, on passe les tests et on ait une boucle vraiment itérative de feedback et on crée cette expérience euh, où tout est connecté, quoi. Genre, tu as le chat qui génère du code, il vérifie que tes tests sont bien verts, comme ça, tu t'assures que le SQL qui a été généré, il valide bien les trucs que tu avais pensé avant. Pareil quand tu fais du tab, et créer cette expérience complètement unifiée et quasiment instantanée en local, où tu n'as pas besoin d'attendre des secondes ou des minutes que ça tourne sur ta prod, quoi. Canon. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de produire et on a des premiers résultats assez stylés. Trop bien. Voilà. Bah écoute, merci pour le partage. On va bien suivre ça. Hâte de voir un peu les prochaines étapes de construction de Nao. Et puis déçu d'avoir raté un gros bout de ta présentation, donc je vais me Ah remater mince. le replay comme plein de monde. Je vous l'envoie de toute façon dans l'après-midi à tous les participants. Et ouais, merci infiniment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions, de questions. Peut-être un endroit pour te suivre, du coup, et continuer l'échange avec toi. Ouais, alors vous pouvez m'écrire à christophe@getnow.io si vous voulez m'envoyer un email. J'écris dans le chat mon email. Euh, et sinon, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Tac, tac, tac. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Christophe Blefari. Je suis normalement très actif sur LinkedIn. Là, en ce moment, c'était un peu intense, mais ça va reprendre. Je fais un peu de la création de contenu sur la data, sur l'AI et ce genre de sujet. Donc Trop n'hésitez bien. pas à envoyer un message privé, un email. Je réponds en général. Canon, bah écoute, c'était super riche. Merci énormément. N'hésitez pas à mettre un retour à Christophe dans le chat si vous avez kiffé l'échange. Peut-être une note de 1 à 5 pour lui dire est-ce que ce live vous a appris beaucoup de choses. Et puis ouais, on te remercie énormément. On s'arrête nous côté TVC pour les lives pour cet été. Puis on vous retrouvera tous à la rentrée pour de nouveaux partages. Trop court, 4,9, parce que trop court, 5, ok, trop bien. Ouais, je pense que tu as apporté énormément d'infos et de valeur, donc merci. Et puis ouais, on vous envoie le replay pour que vous puissiez vous rebûcher les parties que, comme moi, vous avez manqué peut-être. Et je vous souhaite un bon déj, de belles vacances à tous, et à très bientôt. Salut tout le monde!